Le mercredi 28 septembre 2022 à Nancy, le GDO 54 et Confluence organisent une journée sport et addiction, discussion sur les conduites à risque dans le monde du sport. Le programme, les infos et les modalités d'inscription sont à retrouver en lien dans la description de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du GDO 54. Dans le cadre du projet Inspire, projet de lutte contre les addictions dans le mouvement sportif, le GDO 54 a invité deux experts pour échanger sur les notions d'addiction et de dopage. Merci au Dr Patrick Laure, médecin conseiller à la Dragès Grand Est, et au Dr Michael Biche, praticien hospitalier responsable du département d'addictologie au Centre psychothérapique de Nancy, pour leur disponibilité et leur expertise. Alors, l'addictologie, les addictions, c'est un concept qui est finalement relativement récent, puisque la médecine, en tout cas, a eu une approche historique par produit. On a une addiction ou par comportement. L'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction à des substances illicites, des addictions comportementales aussi, des comportements au sexe, peut-être au sport, à d'autres choses. Le concept d'addictologie, je disais, c'est un concept qui est décloisonnant, puisque l'idée c'est de s'intéresser au fonctionnement. Alors ça a pris une dimension différente quand les neurosciences sont arrivées, parce que quand les neurosciences sont arrivées, c'est-à-dire l'exploration du fonctionnement du cerveau, en gros, on a pu montrer qu'il y avait des modifications dans le fonctionnement du cerveau des gens qui ont une addiction. Ce que ça a changé globalement, c'est que ça a fait évoluer dans l'image globale l'addiction d'une image populaire comme ça de faute morale à quelque chose qui est une maladie. Mais ça a ses limites, ce concept-là, parce que si on n'envisage que le concept comme ça neurobiologique de maladie, on va considérer que dans l'addiction, tout échappe au contrôle de la personne. C'est-à-dire que de la même façon que j'ai une hypertension artérielle, elle échappe totalement à ma volonté. Et donc je suis complètement, à part faire ce que me dit le médecin, je suis complètement impuissant, j'ai aucune action, aucune responsabilité qui va me permettre d'agir là-dessus. L'addiction, il faut considérer que ça fait partie des maladies, certes, parce qu'il y a des modifications neurobiologiques, mais des maladies à forte composante environnementale. Forte composante environnementale, ça veut dire que j'ai une part de responsabilité dans l'amélioration de ma situation, mais cette part de responsabilité, ces potentialités à agir, elles varient énormément en fonction des moments. Il y a des moments où je suis beaucoup en capacité d'agir, et des moments où j'ai une perte de contrôle et où je suis beaucoup moins en capacité d'agir. Il faut retenir que globalement, ce qui fait l'addiction, c'est deux choses essentiellement. C'est la répétition du comportement et la perte de contrôle sur sa répétition, c'est-à-dire je fais la chose plus souvent, plus longtemps, plus fréquemment que ce que je souhaiterais. Et deuxièmement, j'ai des conséquences négatives. Mais pas que des conséquences négatives physiques, pas forcément que des maladies, des conséquences négatives physiques, psychiques, mais aussi sociales ou professionnelles, en lien avec ce comportement. Il faut vraiment obtenir une définition aussi simple que ça, qui est une définition différente de la dépendance, en fait, finalement, puisque la dépendance, c'est une définition tout autre, c'est j'ai besoin de continuer, sinon j'ai des symptômes de sevrage, voire des syndromes de sevrage, et j'ai besoin d'augmenter le comportement ou d'augmenter la quantité, sinon l'effet diminue. Ça, c'est la dépendance. Mais l'addiction, c'est une définition plus simple que ça. C'est souvent, c'est répété, et j'ai des conséquences négatives. C'est aussi simple que ça. Alors, faire le lien entre le dopage, d'une part, et les addictions, d'autre part, qui nous ont été très bien définies, nécessite juste un petit temps de définition du dopage. Le dopage, très schématiquement, c'est l'usage d'une substance, d'un produit, par un sportif, et ce produit est interdit aux sportifs. Certains de ces produits sont illicites, comme la cocaïne, le cannabis, etc., qui sont des stupéfiants qui sont illicites. D'autres sont simplement interdits aux sportifs. Il y a des tas de médicaments que l'on peut utiliser à des fins dopantes, mais qui ne sont pas illicites, fort heureusement. Donc la définition subtile, elle est là. Le dopage, ce sont des substances interdites utilisées par des sportifs. Reste encore à savoir ce qu'est un sportif. En France, le sportif est défini par la loi. C'est l'article L230 alinéa 3 du Code du sport qui nous dit que
Est considérée comme sportif une personne qui participe ou qui se prépare en vue d'y participer, soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée, je ne rentre pas dans le détail, soit une manifestation sportive soumise à déclaration, je ne rentre toujours pas dans le détail, soit une manifestation sportive internationale. Ce qui veut dire que si vous avez une licence sportive, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une licence sportive? Eh bien, au terme de la loi, vous n'êtes pas considérés comme des sportifs. Le dopage nous pose un problème quand on voit les collègues des addictions, parce que ça ne concerne que les sportifs et une certaine catégorie de substances, celles qui sont interdites. Et donc, pour explorer ce dopage, on est obligé d'élargir la notion, parce que finalement, on se rend compte que les travailleurs, les mères de famille, les étudiants, nous sommes en plein bac en ce moment, prennent aussi des substances pour améliorer leur performance. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé, il y a bien longtemps maintenant, la notion de conduite dopante, qui a été introduite très justement. Cette notion de conduite dopante nous concerne tout un chacun, et il s'agit simplement de substances, quelles qu'elles soient, que l'on consomme pour être performant. Tout simplement. Le dopage est donc une conduite dopante particulière, dans la mesure où elle s'adresse à un sportif, et avec des produits particuliers. Mais au fond, nous sommes tous concernés par cette notion de conduite dopante. Et cette notion de conduite dopante, pour terminer sur ces définitions, eh bien, elle mène à la notion de performance. Encore faut-il savoir ce qu'est la performance. Et donc la performance n'est pas seulement un exploit sportif, c'est la performance du quotidien qui va se mesurer en fonction des capacités et des objectifs de chacun. Pour répondre, est-ce que la notion de conduite dopante relève de celle des addictions? Quel lien peut-on faire? Eh bien, oui et non, puisque non, les deux finalités sont différentes. Je résume très rapidement. La notion d'addiction par substance, cocaïne, etc., consiste, pardon d'être aussi caricatural, à s'extraire du quotidien à travers l'alcool, la cocaïne, etc., qui vont procurer d'autres sensations. La notion de conduite dopante, elle, c'est tout le contraire, c'est s'accrocher au quotidien pour surmonter un obstacle. Cela dit, certaines conduites dopantes peuvent mener à la dépendance ou aux addictions en fonction de la nature des substances qu'on peut consommer. Je vous renvoie aux stupéfiants que j'évoquais tout à l'heure. Si on se situe un peu en amont de la pathologie addictive, effectivement, je crois que c'est nouveau de considérer plus ça dans le champ des addictions, puisqu'on considérait initialement exclusivement qu'il y avait des usages récréatifs, c'est-à-dire des usages à visée de recherche de plaisir, des usages qu'on va dire à visée d'autorégulation de symptômes, plus que autothérapeutiques, parce que thérapeutique, c'est avec des choses qui sont thérapeutiques, et les produits le sont, récréatifs ne le sont pas souvent. Mais donc, soit rechercher du plaisir récréatif, soit soulager du déplaisir, autorégulation. Et on est amené à considérer de plus en plus, dans les personnes qui sont en situation d'addiction, le fait que certaines consommations initiales n'étaient ni à visée de recherche de plaisir direct, même s'il y a un plaisir secondaire, ni à visée de soulagement de déplaisir, mais à visée d'augmentation des performances. Tout à fait. Notamment avec, par exemple, certaines consommations de psychotropes médicamenteux, parfois antalgiques, qui permettaient à des patients de mieux assurer leur journée de travail, et qui n'étaient pas à visée de soulagement d'une souffrance, mais vraiment à mieux assumer des missions. La réponse est oui et non. Tout dépend, comment dirais-je, à la fois la nature de la substance et la façon dont elle va être consommée, qui peut mener à l'addiction et à la dépendance. Ça, c'est un premier point. Et on voit beaucoup de cadres d'entreprise, de cadres commerciaux, d'animateurs qui, à un moment ou à un autre, vont prendre des substances parce que ça leur permet de passer un cap, mais qui, du jour au lendemain, s'arrêtent de les consommer. Ce ne sont pas des stupéfiants en général. Et auquel cas, cette conduite n'est pas plus dangereuse qu'une autre. Et puis, au fond, est-ce qu'on, à force de consommer ces substances, à force de prendre des produits, alors des vitamines, des machins, l'industrie est très présente pour nous rappeler sans arrêt que parce qu'on vieillit, parce qu'on n'a pas une bonne note en classe, parce qu'on ne fait pas l'amour comme un dieu, etc., il faut prendre des produits. Bon. Mais est-ce qu'à force de prendre ces produits, on ne finit pas par se persuader qu'on en a réellement besoin? Et vous voyez qu'on revient vers l'addiction. Et que finalement, on devient très performant, mais chimiquement dépendant.
la notion de performance n'est pas systématiquement un exploit sportif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sportifs, pour ne parler que des sportifs, qui rentrent sur un terrain, sur un stade, dans un bassin, autour d'une piste, non pas pour gagner, mais pour ne pas perdre. Et ça, c'est différent. On a dans des équipes en sport collectif des athlètes qui savent très bien, des sportifs qui savent très bien qu'ils ne gagneront pas, mais au moins il faut qu'ils maintiennent leur niveau. C'est la raison pour laquelle, parfois, le dopage est incompréhensible aux yeux de monsieur et madame tout le monde, qui estiment que, oui, si, c'est pour gagner, c'est pour gagner. Non, ce n'est pas toujours pour gagner. Et on s'est rendu compte, en confrontant nos propres travaux, en général, lorsque l'on agit dans le champ du sport, mais également dans le travail, partout, soit on veut réussir, soit on veut ne pas être en échec, ne pas être mis en échec personnel. Et c'est là le fondement de la notion de conduite dopante, qui parfois mène à la dépendance, à l'addiction. C'est un vieux principe, celui d'Atkinson en 1964. Donc j'agis à la fois peut-être pour réussir, mais aussi pour ne pas être mis en échec. Et dès lors, on se rend compte que certains sportifs, et ça ce sont les psychologues du sport qui nous l'ont expliqué, rentrent sur le terrain en effet pour réussir, alors que d'autres viennent pour ne pas perdre. Ça paraît subtil comme nuance, mais ça n'est pas tout à fait, parce qu'on se rend compte aussi qu'en majorité, les sportifs de haut niveau qui utilisent des substances dopantes sont ceux qui, lorsqu'on a la chance de pouvoir étudier leur profil psychologique, sont ceux qui ne voulaient pas perdre ce jour-là. Et vous voyez la nuance subtile que l'on introduit, notamment dans la prise en charge et dans la prévention de ces conduites dopantes. Pour rebondir sur l'aspect enfin, gagner ou ne pas perdre, je crois que c'est extrêmement valable pour ce qui est du dopage ou des conduites dopantes cognitives et des performances scolaires et universitaires. Bien sûr. Les objectifs de tous les étudiants ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Il y en a qui visent d'être major de promo, il y en a qui visent, et c'est la plupart d'ailleurs des étudiants, ils visent ne pas aller au rattrapage en septembre. Et c'est souvent très en décalage avec les objectifs, parfois peut-être des entraîneurs dans le sport et des enseignants. L'installation de l'addiction, on considère que ça met en jeu des facteurs produits, puisque les produits, ce n'est pas tous les mêmes. Il y en a qui ont des gros potentiels addictogènes à fabriquer de l'addiction, et il y en a qui ont des gros potentiels de toxicité. Puis à l'inverse, il y en a qui ont des potentiels. Et tout ça on peut avoir un gros potentiel de toxicité, un faible potentiel addictogène, on peut avoir un gros potentiel addictogène et un gros potentiel de toxicité. Par exemple, gros potentiel de toxicité, faible potentiel addictogène, l'alcool. L'alcool est un produit extrêmement toxique. Si on prend un petit tube à essai, qu'on met de l'alcool dedans et des cellules humaines, les cellules meurent. Si on met le même tube à essai des cellules humaines et qu'on met de l'héroïne, c'est-à-dire l'archétype des produits de la toxicomanie, les cellules ne meurent pas. Elles ralentissent leur fonctionnement, et si j'enlève l'héroïne, les cellules reprennent leur fonctionnement. On voit bien que ces facteurs produits, ils ne peuvent pas résumer l'addiction. Pourquoi ? Parce que ce qui va déterminer le plus l'entrée dans la conduite addictive, c'est deux facteurs essentiels, et après j'en viens à la vulnérabilité, c'est la disponibilité du produit. Si je vis dans un endroit où il n'y a pas le produit, je ne peux pas le prendre, et c'est pareil pour les produits dopants, s'il n'est pas disponible, je ne peux pas le prendre, mais aussi et surtout l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale de l'usage de la substance dans l'environnement dans lequel je vis. Et c'est très valable pour les addictions, et la différence de ce point de vue-là entre l'alcool et l'héroïne, c'est l'acceptabilité sociale de la consommation. Consommer de l'héroïne en France, archétype des produits de la toxicomanie, entre guillemets, j'utilise volontairement ce mot, c'est socialement pas très acceptable. Consommer de l'alcool, c'est non seulement socialement acceptable, mais en plus, c'est parfois ne pas en consommer dans certains contextes qui est socialement pas très acceptable. Donc il y a ces facteurs environnementaux, et puis il y a une dernière catégorie de facteurs qui sont des facteurs individuels, soit de protection, soit de vulnérabilité. Donc ces facteurs, ils peuvent être génétiques, ils peuvent être biologiques, c'est-à-dire genrés, ils peuvent être psychologiques, voire ils peuvent être psychiatriques. Si j'ai une maladie mentale, et quand je dis maladie mentale, c'est pas forcément quelque chose qui va durer toute la vie, ça peut être un épisode dépressif caractérisé qui concerne plus de 10% de la population sur la vie entière, qui va changer ma vulnérabilité.
Sur des facteurs psychiques, on n'est pas tous égaux devant l'effet des consommations de produits. Je ne suis pas du tout spécialiste de la psychologie des sportifs, mais voilà, on sait malgré tout très bien que la performance met en jeu une mécanique psychique extrêmement importante et qu'on peut tout à fait imaginer que dans la genèse de certaines conduites dopantes, voire de certaines addictions, les effets d'attente sont des choses qui sont extrêmement importantes, hein, c'est-à-dire ce que j'attends de ce que pourrait faire la substance, le produit, sur mon comportement, sur mes performances, compte tout autant que l'effet réel de la substance. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que le patient fumeur, un vrai fumeur quotidien, dépendant, parce qu'il est fumeur quotidien, et qui n'a plus de cigarettes, ce qui arrive très peu souvent quand on est fumeur, parce qu'en général, quand on est fumeur, on est très précautionneux. Avoir une addiction, c'est savoir s'organiser, hein. Mais qui malgré tout, à un moment, on n'a plus, et qui file, vous savez où il est, le bureau de tabac qui est ouvert tard à Nancy, etc., et qui voit que c'est encore allumé, ça va déjà mieux quand il voit que c'est encore allumé, parce qu'il y a un effet d'attente. Et ces effets d'attente-là, qui sont purement psychiques, on peut tout à fait imaginer que c'est des choses qui vont beaucoup concerner la performance sportive. C'est une expérience, elle est vécue, j'ai le sentiment qu'avec ça marche mieux. Donc des fois, au-delà de l'effet biologique et de l'augmentation de la performance réelle, il y a vraiment ces facteurs-là psychiques. Après, bien sûr, on peut avoir, indépendamment de toute maladie, l'état psychique dans lequel on est à un moment va conditionner plus ou moins et l'effet immédiat de la substance et les facteurs de risque d'entrer dans des usages problématiques. Les facteurs de protection, encore une fois, c'est assez difficile à évaluer, mais parce que parfois des choses qu'on pourrait imaginer comme étant des facteurs de protection deviennent des facteurs de risque. C'est-à-dire, si j'ai une grande rigidité psychique, et que j'ai décidé d'arrêter, ça peut m'aider. En revanche, si j'ai décidé que si je reconsommais, ce serait pour toujours, parce que je m'estime comme incurable et que je suis psychiquement très rigide, ça va pas m'aider à ce moment-là d'avoir peu d'accès au doute. Même sur des vulnérabilités biologiques. Un exemple, en France, la plupart des gens tolèrent plutôt bien l'alcool. On a un équipement, des enzymes qui découpent l'alcool, qui nous permettent de l'éliminer assez rapidement, parce qu'il est très mal supporté par le corps humain, et qui font globalement, les consommations d'alcool se passent ponctuellement, se passent sans trop de problèmes. Ce n'est pas du tout le cas sur une grande partie de la population asiatique, qui a des enzymes qui ne marchent pas très bien. On pourrait se dire, ces personnes, ça les protège. Au Japon, où il y a plus de la moitié de la population qui n'a pas cet équipement enzymatique, oui, ça les protège d'avoir une cirrhose, parce que pour avoir une cirrhose, il faut boire suffisamment et suffisamment longtemps. Mais par contre, ça ne les protège absolument pas d'avoir des conséquences immédiates de la consommation d'alcool, c'est-à-dire, en fait, d'avoir des accidents, d'avoir des comportements à risque immédiats, et il faut considérer vraiment différents niveaux de risque immédiats et au long cours quand on parle de facteurs de vulnérabilité et de protection, qu'ils soient physiques ou psychiques. Au plan mondial, c'est l'Agence mondiale antidopage qui s'en occupe, et dans chacun des pays, la plupart en ont, et la France en particulier, dispose d'une agence indépendante qui s'appelle l'Agence française de lutte contre le dopage, qui en est chargée, et qui est chargée notamment d'organiser des contrôles, c'est-à-dire des prélèvements d'urine en général, qui sont faits à l'occasion en général d'une manifestation sportive. Il y a des choses qui se font, et il y a des choses qui se font de façon efficace. La difficulté, c'est que, comme ça a été très très bien souligné, il s'agit là d'un comportement. Et un comportement ne se modifie pas en quelques minutes. Et dès lors, s'agissant d'un comportement, on est obligé d'avoir des actions qui sont durables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver auprès d'enfants, par exemple sportifs, en faisant une intervention d'1 heure, en leur disant « Vous voyez, le dopage, c'est pas bien, il ne faut pas en consommer, et c'est dangereux pour votre santé ». Certains l'ont fait. Ils se sont rendus compte, par exemple, c'est une ancienne étude en Suisse qui s'est faite auprès de lycéens sportifs où la bonne parole leur a été portée de cette nature, c'est-à-dire « attention, c'est pas bien, attention, c'est dangereux pour la santé ». Avant l'intervention des spécialistes, il y avait à peu près 6% des lycéens sportifs qui prenaient des substances dopantes.
Quelques mois après l'intervention, elle a été réévaluée. On a reposé la question aux lycéens, est-ce que vous prenez des substances dopantes? Eh bien, le pourcentage était passé de 6 à 9%. Pourquoi? Mais parce que beaucoup de lycéens expliquaient que si c'est dangereux, c'est intéressant, j'ai envie d'essayer. Et donc, partant de là, on a eu pendant de très nombreuses années des actions qui ne fonctionnaient pas. Parce qu'elles étaient fondées comme dans le champ du tabac, attention, vous allez avoir des poumons noirs, vous allez avoir le cancer ou Dieu sait quoi. Dans le champ du sport, on s'est rendu compte qu'au fond, c'était complexe. D'abord parce que pour faire de la prévention, il faut que les gens soient volontaires, il faut qu'ils soient d'accord de changer leur comportement. Or, imaginez qu'on arrive dans un club de sport où tous les gamins sont là, ou les gamins ou les adultes, ils sont tous venus avec leur sac de sport pour faire du foot, du volley, de l'athlé, de la natation, que sais-je. Et là, on a des zozos qui arrivent en disant « Ah aujourd'hui, on ne fait pas de sport, on va vous parler du dopage. » Ils sont drôlement contents, les gens. Drôlement contents. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils s'en vont, et on a les parents sur le dos en disant « Mais nous, on ne paye pas pour ça, nous, on paye pour qu'ils fassent du sport, et ils ont bien raison. » Soit ils n'écoutent pas, de toute façon, ça n'est pas efficace. On s'est rendu compte qu'il y avait des moyens d'action efficaces, mais qu'il fallait cerner les gens. Et tout à l'heure, on a parlé de facteurs de risque, de facteurs de vulnérabilité et facteurs de protection. Eh bien, c'est exactement là-dessus que l'on s'appuie à l'heure actuelle. C'est-à-dire que lorsque l'on parle à 100 personnes pour éviter qu'elles ne prennent des substances dopantes, encore faut-il savoir qui, parmi les 100 personnes, est intéressé à prendre des substances dopantes. Peut-être que tout le monde ne l'est pas. Et auquel cas, on fait perdre du temps à tous ces gens-là, parce qu'ils ne vont pas nous écouter. Donc il faut qu'on arrive à cibler précisément qui sont ces personnes qui, éventuellement, seraient intéressées par prendre une substance. Ça fait partie des études qu'on a menées, notamment dans les Vosges, et on a déjà quelques idées là-dessus. Et après, il faut qu'on se dise, et comme ça a été très justement dit, il y a des personnes qui ont des facteurs de protection, et par exemple, vous leur mettriez ici une tablette de chocolat, eh bien, elles ne la mangeraient pas. Il y en a d'autres, en revanche, où ce serait plus dur, où ce serait même très dur. Et donc, on essaie de cibler un petit peu ces personnes qui sont peut-être un peu plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui n'oseraient pas dire non. Et là, on se réfère à ce qui est utilisé dans le monde entier, c'est-à-dire les aptitudes de vie, ce qu'en France on appelle les compétences psychosociales. Et on arme ces gamins à savoir dire non. C'est-à-dire si un jour quelqu'un leur propose une substance dopante, ils sauront dire non, je n'en veux pas. Et ils sauront surtout se tenir à leur décision. Parce que savoir dire non, en général, on sait le faire. Mais c'est compliqué parfois de tenir sa décision. Et on s'est rendu compte qu'en faisant comme ça, d'abord, on parlait de dopage, bien sûr, mais très peu. Et surtout, c'était utile dans la vie de tous les jours. Et donc, savoir dire non, c'est une compétence importante à développer. Il n'y a pas que celle-ci, bien sûr, savoir s'affirmer, etc., etc. C'est là-dessus que l'on travaille pour que des personnes qui ne souhaitent pas utiliser des produits ne les utilisent jamais, ne les acceptent pas, par exemple. Après, pour être plus généraliste, on pourrait parler de l'accessibilité des produits. Évidemment, si on n'a pas de produits sous la main, c'est facile. Sauf que, encore une fois, la majorité des produits dopants sont des médicaments, et donc on va les trouver assez facilement. Il y a quelque chose d'important dans le fait de ne pas céder à la panique morale. C'est très d'actualité ce que je dis, parce que au fil des années, en ce moment il y a une épidémie de consommation de protoxyde d'azote. Quand je dis épidémie, donc c'est le N2O, au début c'était des petites cartouches de siphon à chantilly, puis maintenant c'est un peu plus grosse bonbonne consommée par des individus assez jeunes en contexte festif. En fait, ça fait des années que ça existe. Sauf qu'on a toujours un peu la même séquence épidémique, la disponibilité est là, l'acceptabilité sociale de la consommation est là, donc la consommation augmente. Comme la consommation augmente, il y a plus d'usages problématiques, il y a toujours plus de cas graves, et autour de quelques cas graves, parce qu'on réagit beaucoup sur les cas, sur les situations individuelles, le risque c'est de verser dans une panique morale et donc de construire des campagnes
un peu comme ce que disait le docteur Laure, autour de « si vous en prenez, vous allez mourir ». Et donc ça fait rigoler 99% des jeunes qui ont essayé, qui ne sont pas morts et qui disent bah, « non, j'ai essayé, j'ai arrêté, je ne suis pas mort, il ne s'est rien passé ». La prévention globale chez les jeunes, et c'est aussi les actions probantes évaluées en matière de prévention des addictions, c'est exactement la même chose, c'est les interventions basées sur l'amélioration des compétences psychosociales, qui améliorent à la fois effectivement le risque de verser dans des usages problématiques de substances, mais aussi d'autres données, d'autres paramètres de santé, d'autres données de qualité de vie. Les endroits où ont pu être mis en place vraiment des choses à viser d'amélioration des compétences psychosociales avec des choses très très variées. Hein. Des fois, ça peut être passer au moins 1 heure ou 2 heures par semaine avec les parents à des activités familiales. Et ça améliore les compétences psychosociales. Des fois, ça peut être les activités culturelles qui améliorent les scores d'empathie et aussi les compétences. Donc ça peut être vraiment extrêmement diversifié, la prévention primaire. Mais il ne faut surtout pas sombrer effectivement dans l'abord des risques, et des risques exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre aux questions sur quels sont les risques, qu'il ne faut pas informer, mais déjà chez les adultes, qui ont beaucoup plus peur du risque, l'évocation du risque au long cours aide peu les gens à arrêter. C'est-à-dire quand on dit aux gens fumer du tabac donne le cancer, ils disent bah, ouais, je sais, et je fais quoi maintenant là, tout de suite, ça ne m'aide pas à arrêter tout de suite. Alors, on se défend comme on peut hein, de ça, il faut bien mourir de quelque chose, etc. Mais en tout cas, ça n'aide pas les gens à arrêter. Et on voit très très bien que pour aider les gens à faire évoluer le comportement, c'est effectivement quelque chose dont on ne maîtrise pas totalement la cinétique, parce que ce n'est pas une intervention qui fait changer un comportement, comme vous l'avez très, très justement dit. Il faut considérer non pas ce qu'on a forcément, uniquement ce qu'on a en mieux quand on arrête le comportement, c'est-à-dire quels sont les avantages que j'ai à arrêter, quels sont les inconvénients que j'ai à continuer. Ça, en fait, c'est évident, parce que personne a envie de continuer à avoir des inconvénients et personne a envie de ne pas avoir les avantages qu'il aurait à arrêter. Mais il faut parler de ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire quels avantages j'ai à prendre le produit, parce que ça veut dire que c'est quelque chose que je vais abandonner, donc il faut l'aborder, et quels inconvénients j'ai à arrêter. Et globalement, alors, en addictologie d'une manière générale, si on ne parle pas, je reprends l'exemple du tabac, du plaisir qui est maintenu pour des fumeurs qui disent « je veux arrêter », la plupart des fumeurs veulent arrêter. Ça n'empêche pas du tout que certaines cigarettes leur fassent plaisir. Si on n'aborde pas la question du plaisir qui va être abandonné lorsqu'ils arrêtent de fumer, pour d'autres choses, hein, pour d'autres plaisirs, on se prive de l'essentiel de ce qui va faire la motivation. Et si on n'aborde pas, à mon sens, avec quelqu'un qui a des conduites dopantes, mais ce qui va abandonner en arrêtant la conduite dopante, c'est-à-dire peut-être un changement d'objectif, je construis différemment ma carrière dans le sport peut-être, on se prive de l'essentiel des éléments motivationnels.